On a vu un algorithme d'apprentissage non supervisé la semaine dernière, à savoir les mélanges de Gaussienne, où l'idée c'était de faire de l'estimation de densité. Puis ça nous permettait aussi, dans le cadre des mélanges de Gaussienne, de faire du partitionnement de données, faire du clustering. Là, on va avoir un autre type d'algorithme d'apprentissage, un autre type de tâche d'apprentissage non supervisé, la réduction de dimensionnalité. Okay? Donc, on se trouve dans les grandes familles de types d'apprentissage, l'apprentissage supervisé, non supervisé. Là, on se trouve encore une fois dans le cadre de l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire qu'on a des entrées puis on n'a pas de type. Puis on essaie de finalement décortiquer automatiquement ces données-là pour les organiser d'une certaine façon puis en extraire de l'information. La réduction de dimensionnalité, formellement, c'est quoi? Donc, comme tous les algorithmes d'apprentissage, on apprend une fonction y de x. La fonction y de x, dans ce cas-ci, ça va être une fonction qui prend en entrée mon vecteur en dimension d. Okay? Ça, c'est le nombre d'éléments dans mon vecteur x, je vais toujours appeler d. Puis qui va me donner en sortie un autre vecteur, mais qui lui va être de dimension m. Puis l'idée, c'est qu'on va vouloir donc prendre un vecteur x, puis réduire sa dimensionnalité, obtenir un nouveau vecteur qui contient le plus d'informations possibles qui se trouvent dans x, mais qui va être un vecteur plus petit, avec moins de dimensions, moins d'éléments dans le vecteur. Et en fait, à quel nombre de dimensions est-ce qu'on va réduire? Donc la valeur de m, je vais utiliser m pour le nombre de dimensions réduites, ça va être en fait un hyperparamètre. Okay? Et donc ça, c'est une tâche très générale, la réduction de dimensionnalité. Puis maintenant, au niveau des applications, il y en a deux auxquelles on va plus s'intéresser puis auxquelles on va faire référence, à savoir la visualisation de données, puis comme une façon pour limiter le surapprentissage d'un autre algorithme d'apprentissage. Donc, la visualisation de données, ça, j'en ai déjà fait référence. Donc, l'idée, c'est de prendre finalement des données qui sont en dimension D, mais là, je veux les visualiser, c'est-à-dire que je veux associer à chacune des données un point, soit en deux dimensions, si je veux visualiser, là, par exemple, sur un écran, ou en trois dimensions, si j'ai un écran puis j'ai une façon finalement de me déplacer dans la troisième dimension. Okay? Donc, dans ce cas-ci, mon y de x, ça va me donner un vecteur avec deux composantes. Okay? Puis en fait, donc, y x1, la première composante de y de x, ça va être finalement la coordonnée sur cet axe-là. Puis y de x, mais la deuxième composante de mon vecteur y de x, ça va être cette composante-là ici. Okay? Fait que là, ça va me permettre finalement de chacune, dans ce cas-ci, x, ça correspond en fait à une des images comme ça ici. Donc, x, finalement, c'est un vecteur avec autant d'éléments dans le vecteur qu'il y a de pixels dans l'image. Okay? Donc, je prends finalement mon tableau de pixels, je l'écrase en un seul vecteur, puis c'est ça ma valeur de x. Puis mon algorithme de réduction de dimensionnalité, il va prendre ce vecteur-là, puis en fait, il va le transformer en un vecteur avec deux valeurs. Puis ça va être à quelle position je me place ici, puis à quelle position je me place sur l'axe des y. Okay. Un autre aspect intéressant de la réduction de dimensionnalité, c'est que on le voit dans le contexte de la malédiction de la dimensionnalité. On a vu que si j'ai un problème d'apprentissage et que j'ai une façon de varier la dimensionnalité finalement de mes entrées X, bien, plus je vais avoir de dimensions, plus je veux m'attendre à ce que le problème de généraliser des nouvelles entrées va être difficile. Pourquoi? Parce que si j'augmente la dimensionnalité, la quantité d'espace où je peux trouver des points pour lesquels je dois généraliser va augmenter. Si je prenais tout mon espace, je le divisais en hypercubes, le nombre d'hypercubes de essentiellement la même taille va augmenter de façon exponentielle. Okay? Donc, plus j'ai de dimensionnalité dans mon entrée, plus j'ai de risque de surapprentissage. Puis si j'ai un algorithme qui, de façon générale, souffre de surapprentissage, une façon finalement de régler ça, ça pourrait être d'avoir en premier un algorithme de réduction de dimensionnalité qui va prendre mes entrées et qui va les placer dans un vecteur plus petit. Comme ça, mon algorithme d'apprentissage qui faisait du surapprentissage dans l'espace original va peut-être faire moins de surapprentissage dans le nouvel espace plus compressé, avec moins de dimensions. Okay? Donc ça, c'est une autre raison pour faire de la réduction de dimensionnalité. Maintenant, si on prend un vecteur puis qu'on réduit
cette dimensionnalité, qu'on réduit finalement son nombre d'éléments, est-ce qu'on ne risque pas de perdre de l'information par rapport à l'information originale qu'il y avait dans mon vecteur X? Okay? Puis, de façon générale, ça se peut, mais on ne va pas trop perdre d'informations si, en fait, ce qu'on va appeler la dimensionnalité intrinsèque de mes observations X, elle, est basse. La dimensionnalité intrinsèque, c'est essentiellement le nombre de degrés de liberté qui vont varier d'une observation à l'autre. Okay? Donc, pour expliquer ça un peu mieux, on va considérer le cas des images. Okay? Donc, si j'ai une image qui est, je ne sais pas moi, 100 par 100, ça veut dire qu'essentiellement, moi, je vais traiter ça comme un vecteur avec 100 fois 100 éléments, donc 10 000 éléments. Okay? Donc, j'ai une dimension, finalement, par pixel. Maintenant, si je prenais une image qui est 100 par 100, okay, on va se poser la question combien de degrés de liberté j'ai, finalement, dans cet espace-là avec 10 000 dimensions. Mais premièrement, si je prends chacun des pixels puis je les varie indépendamment, il y a de bonnes chances, en fait, que ça ne me donne pas une image qui est vraiment compréhensible. Okay? Si je prenais chacun des pixels puis je donnais une valeur entre 0 et 255 qui est totalement aléatoire, qu'est-ce que ça va donner comme image? Ça va donner quelque chose comme ça où finalement, il n'y a absolument rien de reconnaissable dans l'image. Okay? Donc, cette image-là ici, comparativement à, je ne sais pas moi, des images de caractères, par exemple, sur un fond noir où j'aurais un caractère écrit en blanc, ça ressemble juste pas à une image de caractère. Ça ressemble à une espèce de bruit visuel qui ne veut rien dire. Okay? Donc, dans le fond, dans les images, il y a de la régularité, il y a des corrélations, de la dépendance entre les pixels, qui fait que je ne peux pas juste varier les pixels indépendamment pour ça me donner une image qui a de l'allure. On va faire un cas vraiment, vraiment simple de ça. Donc, imaginons que j'ai un jeu de données où, en fait, la façon qui a été générée, c'est que j'ai pris une image d'un caractère 3. En fait, ça va être cette image-là ici. J'ai un caractère qui a été créé à la main, qui est un 3. Puis j'en ai une seule comme ça. Puis, je vais ajouter à mon ensemble d'entraînement ce 3-là, auquel j'ai appliqué, premièrement, une translation verticale, okay, où je change la hauteur, finalement, dans mon image du 3. Ensuite de ça, une translation horizontale, où je change, finalement, horizontalement où se trouve mon 3. Puis, finalement, une rotation du 3. Encore une fois, aléatoire. Okay? Donc, ça, c'est des exemples de différents 3 qui ont été générés à partir de celui-là, mais en appliquant une translation verticale aléatoire, horizontale aléatoire, puis une rotation aussi aléatoire. Donc, en fait, ici, même si chacune de mes entrées, c'est un vecteur avec 10 000 éléments qui ont l'air indépendants, en fait, dans mon ensemble de données, il y a juste 3 choses qui peuvent varier. Ça va toujours être le même 3. Les seules choses qui vont varier, c'est quoi la translation verticale que j'ai appliquée, la translation horizontale que j'ai appliquée, puis la rotation aléatoire que j'ai appliquée. Donc, en fait, il y a juste 3 degrés de liberté. Ces 3 degrés de liberté-là, c'est finalement ce qu'on va appeler la dimensionnalité intrinsèque. On va dire que la dimensionnalité intrinsèque de ce type de données-là, c'est juste 3, en fait. Donc, je pourrais représenter toutes ces données-là avec seulement 3 chiffres, plutôt que les représenter dans une dimensionnalité de 10 000, puis je n'aurais pas perdu d'information. J'aurais toute l'information qui existait dans chacune des observations. Ça, c'est un exemple typique avec des images, parce qu'avec les images, on peut voir visuellement qu'est-ce qui arrive si, dans le fond, je varie les pixels indépendamment. C'est un peu plus facile de comprendre la notion de degré de liberté. Mais de façon générale, lorsqu'on va avoir des observations qui sont en très, très haute dimension, on s'attend, en fait, à ce que les données, plus souvent contrairement, vont se retrouver, vont avoir moins de degrés de liberté que ça. Puis on va dire, en fait, que puis l'espèce d'image d'avoir en tête, c'est que les données vont se retrouver autour de ce qu'on va appeler une variété. En anglais, on va appeler ça un manifold, qui va avoir une dimensionnalité, qui est la dimensionnalité intrinsèque, plus petite que le nombre de dimensions réelles. Okay? Donc, par exemple, en 2 dimensions, dans le cas où je supposerais que mes données sont autour d'une variété de plus petites dimensions, si je suis en 2 dimensions, avoir moins de dimensions, c'est d'être en dimension 1. Mais ça serait dire que finalement, toutes mes observations se trouvent à peu près autour d'un espace à une seule dimension, c'est-à-dire une ligne comme ça. Puis ma ligne, elle est peut-être pas, c'est peut-être pas une droite, elle peut être courbée comme ça. Puis là, on voit qu'effectivement, pour ce jeu de données-là que j'ai généré synthétiquement, tous mes points, ils se trouvent pas très loin là, de chacune de cette espèce de droite-là qui correspond à
à ma variété. Pas ma droite, mais la ligne en une dimension. Okay. Puis l'idée, c'est que même si j'étais en haute dimension, j'aurais à peu près la même chose. C'est juste que la variété, elle ne serait pas de dimension 1, elle serait peut-être de dimension 3, 4, 5 ou 10. Ce qui serait quand même pas mal plus petit que peut-être le nombre de dimensions réelles, comme pour les images, par exemple, 100 par 100, où on aurait 10 000 dimensions. Okay. Donc, si on avait des images comme ça ici qui correspondent à des images de caractères, ben, l'idée, c'est que si, en fait, dans ce cas-ci, les caractères, c'est tous des 1, ben, on pourrait imaginer qu'en fait, essentiellement, ce qu'on observe ici qui varie, c'est l'angle du 1. Ici, j'ai des 1 qui sont plus penchés vers la gauche. Ici, j'ai des 1 qui sont droits. Ici, j'ai des 1 qui sont plus penchés vers la droite. Okay? Puis c'est pas mal la seule chose qui varie. Bon, il y a une autre chose qui varie un peu, c'est l'épaisseur, finalement, du trait de crayon, l'épaisseur du 1. Puis c'est ce qui explique le fait que je ne suis pas exactement sur cette ligne-là, en fait. Je suis soit un peu au-dessus, donc je les ai placés au-dessus si le trait de crayon était plus épais, puis je les ai placés en dessous s'il était plus mince. Okay? Et quand on va faire la réduction de dimensionnalité, bien, par exemple, ça va être d'essayer finalement de projeter chacune de ces images-là vers une coordonnée relative dans cette variété-là. Donc ça veut dire, pour cet exemple jouet-là, mettons que je vais supposer qu'un point qui se trouve ici sur ma variété a une coordonnée relative de 0. Bien, je voudrais associer finalement, prendre cette image-là puis la mapper vers un seul chiffre, puis le chiffre, ça serait peut-être moins 2, si c'est les négatifs. Donc, si je passerais à moins 1, puis finalement à moins 2. Si je projette ce point-là sur l'élément, le point le plus proche sur ma variété, bien, ce serait peut-être quelque chose comme moins 2. Puis ici, à la place, si je projetais ce point-là, bien, peut-être que ce serait plutôt une valeur de 2. Dans ce cas-ci, j'aurais pris mes images, puis je les aurais projetées sur un vecteur de dimension 1, c'est-à-dire un seul chiffre. Puis là, bien, si on était en 2 dimensions, bien, plutôt que d'avoir une ligne, pas une ligne, mais une ligne comme ça en 1 dimension, j'aurais plutôt une surface. Là, j'aurais des points que je projetterais sur la surface, puis j'aurais une coordonnée relative, mais plutôt en 2 dimensions. Donc, de façon générale, c'est ça qu'on essaie de faire en réduction de dimensionnalité. On va essayer d'enlever tout ce qui est de l'information qui est redondante, puis qui ne correspond pas à des degrés de liberté que je peux vraiment varier dans mes données, pour maintenir ce qu'il y a vraiment comme degré de liberté dans mes données. Qu'est-ce qui varie vraiment dans mes données?